Merci d'être à mes côtés aujourd'hui. On va commencer tout de suite pour essayer de rattraper un petit peu du temps de la première table ronde et je m'en excuse. Alice, on va commencer ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Oxam et nous rappeler assez rapidement quel est le modèle économique derrière la location qui est au centre du fonctionnement de votre entreprise? Oui, bonjour à tous. Donc, l'Oxam, on est une société de location de matériel, pas de matériaux. Donc, on loue des engins. On est une société française et on est présent effectivement dans une trentaine de pays et principalement en Europe. On fêtera nos 60 ans l'année prochaine. Notre modèle donc, de location, c'est de la mise à disposition du matériel pour nos clients qui vont être des clients du BTP, mais également de l'industrie, de l'événementiel. En fait, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on a besoin des engins et des matériels qu'on met à disposition. Et nous, notre modèle, c'est d'être à proximité de nos clients. Donc, on est présent dans les territoires. C'est pour ça que sur nos pays, on emploie localement dans nos 1100 agences des collaborateurs et nos matériels sont présents et réparés dans nos ateliers à proximité de nos clients. Merci beaucoup Alice. On est nativement en économie d'usage, puisque tout est en location. Est-ce que tu peux rapidement nous parler du business case qu'il y a derrière? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus habitué à l'économie linéaire, où on achète, on vend, on comprend bien où est la marge. Comment ça se passe? Est-ce que la valeur est finalement dans l'actif, dans la maintenance, dans la donnée? Quel est votre modèle économique? Alors, nous, on est une société de services. Voilà, ce qu'on propose à nos clients, c'est un service, c'est la mise à disposition du matériel. Mettre à disposition du matériel, ça veut dire choisir le bon matériel pour le client, donc on investit en fait pour eux. Et ensuite, on va l'entretenir, on va leur offrir des matériels en bon état, en sécurité, qui correspondent à leurs besoins, à n'importe quel moment, à proximité de chez eux. Et donc, c'est ce qu'on fait. On l'achète, on l'entretient, on le rend disponible, et puis on ajoute du service, on le transporte, on explique comment fonctionne le matériel, on apporte des services supplémentaires avec des accessoires de sécurité, on peut apporter des consommables, donc tout ce qui va tourner ensuite autour du matériel. Mais le cœur, ça va être la disponibilité du matériel. Donc, oui, aujourd'hui, on a de la donnée sur nos matériels et c'est utile. C'est utile pour apporter d'autres services, c'est utile pour renforcer la sécurité. Mais à la base, nous, quand on achète un matériel, on sait qu'on va l'avoir pour longtemps. Donc nos critères d'investissement vont être bien au-delà du prix. On va choisir le fournisseur, on va choisir la capacité du fournisseur à nous fournir des pièces détachées, à nous les fournir rapidement, dans des circuits courts. Donc c'est ce type finalement de capacité qu'on va nous regarder au moment où on investit pour nos clients. Ce que je comprends derrière ce modèle, c'est qu'il y a à la fois une volonté de rallonger la durée de vie du produit, c'est là où vous trouvez votre économie, et également d'optimiser son usage, là où la plupart de ces matériels sont utilisés de façon très parcellaire. Donc on a peut-être là une réconciliation entre besoin de croissance de votre société et sobriété des matériaux. Oui, exactement. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Plus on loue, finalement, moins on va avoir besoin de fabriquer des matériels, moins on va avoir besoin d'utiliser des matériaux pour les fabriquer. Et donc, pour nous, c'est tout à fait rentable que d'avoir une augmentation de la location. Et on voit en France aujourd'hui qu'on a un pays dans lequel la pénétration de la location est moindre que dans d'autres pays, comme les pays nordiques. Donc c'est plutôt un cycle vertueux et on s'attend à ce que cette économie continue à augmenter et à augmenter l'usage des matériels que nous mettons à disposition. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers toi, Frédéric, et avant de commencer, juste un petit disclosure. Frédéric, tu nous as informé à l'avance, tu devras partir un peu avant la fin de la table ronde. Donc d'abord, merci d'être avec nous. Et puis je vais un peu regrouper mes questions pour toi, du coup. Frédéric, donc aujourd'hui, on l'a dit, tu as cofondé, tu diriges DIFT, mais tu es toujours à la tête du conseil d'administration de Blablacar que tu as créé. Donc c'est avec cette casquette-là que je vais commencer à t'interroger.
Est-ce que tu peux d'abord nous présenter Blablacar, son modèle, où est-ce que vous en êtes, et puis nous rappeler les économies en termes d'impact carbone que vous permettez de réaliser? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Blablacar, c'est 100 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent, sur 3 continents, une vingtaine de pays, du Brésil à l'Inde. 80% de l'activité est hors France. On a tendance à penser parfois que c'est une boîte française, franco-française. C'est pas le cas aujourd'hui, même si c'est une boîte française, puisque on l'a créée, je l'ai créée en France. Et donc, depuis la France, on construit cette plateforme globale. Donc, 100 millions de personnes. En termes d'économie pour l'environnement, c'est plus de 2 500 000 tonnes de CO2 économisées chaque année. Ça inclut tout, c'est des calculs sur 85 millions de trajets, donc c'est quand même extrêmement solide. On compte tous les effets rebonds, toutes les reports modaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme conséquence, mais donc vraiment au final ça fait un net d'économie de 2 500 000 tonnes de CO2. C'est justement une société technologique qui optimise le monde réel, une très 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 importante sous-utilisation des possibilités des voitures, notamment, puisque la plupart des voitures roulent malheureusement presque à vide. Je pourrais vous faire tous les chiffres sur ce que ça veut dire quand une voiture roule avec une seule personne à bord. Je vais vous en donner quelques-uns, mais enfin, quand une voiture d'une tonne 5 se déplace avec seulement une personne à bord, eh bien, 95% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer le véhicule, c'est pour déplacer la tôle. Il reste 5% qui est effectivement pour déplacer le corps humain. Et en plus, la plupart de cette énergie-là est encore d'origine fossile, ce qui veut dire qu'en fait, pour les voitures, 95% de l'énergie fossile que l'on va chercher sous terre pour la remettre dans l'atmosphère, en fait, ne sert qu'à déplacer de la tôle et pas forcément des humains. Donc déjà, quand on part de ce constat-là, on se rend compte de l'immense gâchis que ça fait. Et après, sur l'usage, les voitures passent 95% de leur temps arrêtées. Elles ne bougent pas. Et ensuite, elles passent 2,7% de leur temps coincées dans les bouchons. Après, elles passent 0,7% de leur temps à chercher une place de parking pour se garer. Bon, bref, il reste 2% ou 2,5% de leur temps où effectivement elles se déplacent d'un point A à un point B. Et pour ce pourquoi on les a conçues, et quand elles roulent 3 fois sur 4, elles sont presque à vide. Ce qui fait que, en fait, quand on regarde en plus en termes de coûts, je suis désolé, ça fait beaucoup de chiffres, mais enfin, ça permet quand même de se projeter. En termes de coûts, une voiture, ça coûte à peu près 6 000 € à l'entretien à l'année. Il y a 38 millions de véhicules en France. 6 000 € fois 38 millions, ça fait plus de 200 milliards, enfin, ça fait 220 milliards. Ce qui fait que c'est à peu près 6-7% du PIB. Et donc, ce que l'on fait de l'utilisation de la voiture, c'est qu'on l'utilise 2-3% de son temps pour un coût de 6-7% du PIB, avec des voitures qui sont à 3/4 vides. Donc, ce que l'on fait avec une plateforme de covoiturage, c'est simplement optimiser ce taux de remplissage qui est déprimant par son faible taux. Voilà, et donc on fait ça à l'échelle de la planète. Et donc évidemment, ça génère des économies. 2 500 000 tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est près de 2 fois les émissions du trafic routier d'une ville comme Paris chaque année, pour vous donner un ordre de grandeur. Et c'est 0,5% des émissions de la France, puisqu'on est à peu près à 500 millions de tonnes de CO2 émises par la France chaque année. Donc voilà pour les chiffres. Je peux continuer, mais je pense que ça va suffire au niveau des chiffres. Pause parce que on voit là 2 modèles qui sont très différents. Vous possédez les matériels avec cette incentive très forte d'optimiser leur vie. On ne les possède pas chez Blablacar, évidemment, c'est du C2C, mais tu arrives sur un marché qui est globalement complètement dysfonctionnel, et avec, dans les 2 cas, un bénéfice en termes d'impact et d'émissions carbone qui sont très importants. Un petit sujet, pas des moindres, Frédéric. Quand je monte dans une voiture Blablacar, ou j'envoie ma fille de 15 ans dans une voiture Blablacar, je me demande quand même chez qui elle va, ou chez qui je vais. Il y a un sujet de confiance derrière pour pouvoir permettre le développement du produit, sujet qui est probablement bien moindre dans l'industrie de l'Oxam.
comment est-ce que tu y réponds? Comment est-ce que tu peux tu peux faire que j'ai confiance pour envoyer ma fille de 15 ans dans une voiture de Blablacar? Alors de 15 ans, c'est pas possible puisque c'est 18 ans minimum. Allez, 18. Tu Mais m'as vieilli d'un coup. voilà. Mais ce que l'on a fait évidemment, c'est un sujet central dans la construction du réseau de confiance à l'échelle mondiale, parce que quand on crée un réseau avec, je sais pas, 10 000 ou 100 000 personnes, bon, il y a quelques codes qui peuvent s'appliquer. Quand on commence à passer à 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions, enfin évidemment, il y a des règles qui doivent être mises en place pour construire une confiance au niveau global. Donc ça, c'est un modèle de confiance qu'on a développé, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé sur les premières années pour réussir à comprendre comment justement créer les bonnes règles pour développer de la confiance dans le réseau. Donc j'ai créé un modèle qui s'appelle Dreams, avec 6 piliers de confiance. Chaque lettre du mot Dreams explique un pilier de construction de confiance qui est déployable grâce à la nouvelle technologie. Le D, c'est pour les informations déclarées, c'est-à-dire le prénom, nom, photo et puis profession, par exemple. Le R, c'est pour les ratings, très important, les notations entre les gens, faire en sorte que chacun note son expérience. Le E de Dreams, c'est pour de l'engagement. Donc, quand on paye à l'avance, en fait, on s'engage et ça crée un niveau de confiance supérieur. Le A, c'est l'activité. Sur les réseaux, vous allez savoir si la personne s'est inscrite hier ou bien il y a 3 ans, si elle a fait, si c'est son premier covoiturage ou si c'est son 164e. Après, le M, c'est pour la modération. Donc ça, c'est un travail de modération des échanges pour valider que les conversations sont bien à but de covoiturage et rien d'autre. Et puis le S, c'est pour social, où chacun peut avoir son profil et le relier à d'autres profils sociaux. Bref, quand on déploie ce modèle-là, on arrive à déployer un modèle de confiance très très robuste, dans lequel on a compté, alors c'est pareil, on a fait des études sur des dizaines de milliers de répondants dans 12 pays, pour comprendre le niveau de confiance qu'on était capable de générer entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui ont un profil Blablacar assez rempli, assez complet. Et alors là, c'est assez édifiant, parce qu'on a demandé le niveau de confiance de différentes catégories de personnes. Alors, sur des contacts réseaux sociaux, vous allez avoir seulement 16% des gens qui donnent un niveau de confiance 4 ou 5 sur 5 aux contacts qu'ils ont en réseau social. Vous allez demander le niveau de confiance entre des voisins, vous allez avoir 42% des gens qui disent qu'ils ont un niveau de confiance 4 ou 5 sur 5, qui est un haut niveau de confiance envers leurs voisins, 58% pour les collègues, 92% pour les amis, et 94% pour la famille. Évidemment, la question, c'était où se situe un membre Blablacar avec un profil complet dans cette échelle-là, qui va de 16% à 94%. Et c'est là où on a été très surpris, puisque avec un profil complet, donc qui a des notations, je ne sais pas, 63 avis positifs, qui est inscrit depuis longtemps, en gros tout un track record, et puis nous, sur lequel on a vérifié l'identité, les numéros de téléphone, on a fait tout un tas de checks, on sait qui c'est, on a sa photo, on voit ce qu'il fait, et on voit ses interactions. Eh bien, on arrive à un niveau de confiance qui est à 88% de 4 ou 5 sur 5, c'est-à-dire que c'est sur le podium, presque autant que la famille et les amis, ce qui est complètement dingue, parce que c'est la première fois qu'on arrive à créer un niveau de confiance, évidemment de cette ampleur-là, à cette échelle-là, et surtout entre des gens qui ne se sont jamais rencontrés. Donc c'est une vraie révolution, mais il n'y a pas que Blablacar qui porte cette révolution, puisque tous les sites de sharing economy, de l'économie du partage, utilisent ce modèle-là également pour créer de la confiance, que ce soit des Airbnb, des Vinted, toutes ces choses-là. Tu m'as convaincu, vous avez mis en place un système qui me permet de monter dans ta Ah, plateforme. sinon il n'y aurait pas autant d'utilisateurs. François, je vais juste un peu déplacer la question, parce que, encore une fois, Frédéric doit partir bientôt, et donc je vais grouper un peu ma question. Donc tu m'as convaincu, je monte chez toi, pour autant, tu me fais renoncer à ma voiture. Et ma voiture, j'y tenais, ça fait quand même partie des éléments de prestige social. Finalement, on y gagne ou on n'y gagne pas en poussant une forme de dépossession des actifs? On y gagne, mais c'est un changement de mindset. C'est ça qui est très important, c'est que en fait, il faut que ce qu'on propose comme alternative à la possession soit disponible immédiatement, et la même praticité que de posséder l'objet, de pouvoir l'utiliser exactement quand on veut. C'est ça le gros challenge. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, notamment de télécommunications instantanées, on arrive
à donner accès à un inventaire qui peut se trouver ailleurs et qui rend la praticité de la disponibilité de la chose dont on a besoin extrêmement immédiate. Et donc c'est ça notre chance, entre guillemets, pour pouvoir mieux utiliser les ressources et surtout les partager. C'est pour ça que les réseaux Internet permettent ce genre de développement-là. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, mine de rien. Parce que il y a 20 ou 30 ans, évidemment, on ne savait pas trop faire. Ça a commencé un peu avec eBay, puis après, ça s'est généralisé avec d'autres services. Mais l'enjeu, c'est véritablement la disponibilité, la sensation de liberté qu'on ne veut pas perdre et qui est liée à la possession. Parce qu'il n'y a pas que cette histoire de statut. Parce que d'ailleurs, si on regarde l'âge d'acquisition des voitures neuves n'arrête pas de reculer. Aujourd'hui, c'est 57 ans, l'âge d'acquisition d'une voiture neuve. C'est complètement fou. L'âge d'obtention du permis aussi, il recule. Parce que justement, grâce à la mise à disposition d'outils pour partager, la nécessité, notamment pour la jeune génération, d'aller posséder une voiture, elle n'est pas aussi forte qu'avant. Et d'ailleurs, dans cette quête peut-être d'identification par la possession de quelque chose, on voit que quelque part les gens vont se définir beaucoup plus par ce qu'ils font, ce qu'ils utilisent notamment comme application sur de réseaux sociaux ou tout ce qu'ils voient sur Internet ou éventuellement les expériences et les voyages qu'ils ont pu faire que parce qu'ils possèdent. À un moment, il y avait la possession déjà du téléphone mobile qui était quelque chose qui était un enjeu parce qu'il y avait plein de téléphones assez différents, soit en fonctionnalité, soit en look, soit en autre chose. Mais en fait, on pouvait se définir par quel téléphone on avait et ça a remplacé un petit peu peut-être la nécessité ou la sensation d'envie d'avoir tel ou tel véhicule ou une voiture. Maintenant, les téléphones sont à peu près tous les mêmes, donc il n'y a plus d'enjeu même sur la machine. On a tous un peu les mêmes téléphones. Il n'y a pas tellement de hype sur avoir un téléphone qui a je ne sais pas combien de mégapixels de plus. Là, à ce stade-là, aujourd'hui, on s'en fiche un petit peu tous. Et en revanche, ça devient vraiment l'usage. Ça devient ce qu'on fait qui nous définit. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça nous permet de sortir d'une forme de matérialisme et de passer dans l'expérience et passer au-delà de la possession et passer vers le partage. Merci Frédéric. Et finalement, peut-être que c'est là le véritable bénéfice de cette économie de l'usage. François, qu'est-ce que vous en pensez? Vous achetez ou vous achetez pas? Est-ce qu'on est sur une énième justification d'un système pour le faire perdurer, ou est-ce qu'on a un vrai bénéfice à la fois environnemental, mais aussi un bénéfice de changement de récit? D'abord, on a un bénéfice environnemental qui est évidemment certain quand on passe à l'économie de la fonctionnalité, que ce soit sur de l'allocation de matériel ou sur du partage de voitures. Et au-delà du bénéfice environnemental, je pense que ça nous interroge vraiment sur à la fois le type d'économie que nous voulons mettre en place et comment est-ce qu'on sort, je dirais, d'une économie où on allait produire, posséder et jeter pour aller vers une économie du partage, une économie de la fonctionnalité. Et à mon avis, ça sera un des grands marqueurs de ce que sera l'économie du XXIe siècle. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers une économie de moins en moins carbonée, vers une économie de plus en plus circulaire et vers une économie aussi qui sera de plus en plus axée sur la fonctionnalité des objets. Et donc je pense que des entreprises comme Blablacar, comme Loxam et comme d'autres sont en quelque sorte pionnières dans ce qu'elles tracent les contours de ce que sera l'économie du XXIe siècle. Et puis ça pose aussi une question sur le sens et sur le récit, sur au fond, quels sont les objets que nous souhaitons posséder et qui en quelque sorte vont nous définir, et quels sont les objets dont nous allons considérer que nous n'avons pas besoin de les posséder, et au contraire, nous allons peut-être nous définir par le fait que nous partageons ces objets et que nous formons une sorte de communauté, c'est au fond la communauté Blablacar, que nous formons une communauté entre gens qui partageons ces objets. Si je prends l'exemple du téléphone, aujourd'hui nous possédons tous un téléphone. Il y a encore 25 ou 30 ans de cela, le téléphone c'était par nature l'objet partagé. On utilisait des cabines téléphoniques, on avait un téléphone par foyer qu'on se partageait entre membres d'un même foyer. Ça semblait presque impossible l'idée qu'on possède chacun son propre téléphone. Posséder son propre téléphone fixe n'avait presque pas de sens. Et donc, ça met en cause aussi la manière dont nous allons envisager l'objet
et notre relation à l'objet. Et je pense que de plus en plus, notamment avec l'intelligence artificielle, nous allons aller vers l'expérience de plus en plus. Et nous allons chercher non pas à collecter des objets, à accumuler des objets, mais à accumuler des expériences. Et je pense que c'est là où la question de la fonctionnalité, le fait de pouvoir accéder potentiellement au partage d'une expérience, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi potentiellement pour des choses assez exceptionnelles. J'ai été frappé, par exemple, lors de grands événements, les bijoux qui sont portés par les stars sont des bijoux qui sont prêtés. On pourrait tout à fait imaginer que sur certains biens de luxe que vous n'auriez jamais les moyens de vous payer vous-même, on puisse vous les prêter et que vous les louiez pour une occasion particulière. C'est ce qu'on fait pour des tenues de cérémonie, pour des smokings, etc. Et je pense qu'on va aller vers de plus en plus cette idée de l'économie, de l'expérience. Et ça me paraît être quand même quelque chose de très très important. La question fondamentale qu'il faut se poser, ça va être la question évidemment du modèle économique. Comment faire en sorte que ces modèles économiques fonctionnent? Il y a certaines entreprises qui ont tenté d'aller vers ces modèles du partage, de l'allocation, etc. Parfois, il faut reconnaître que c'est difficile de trouver le modèle économique. Et là, à mon avis, il y a encore une question sur laquelle nous devons nous pencher, et c'est un vrai boulot aussi d'économistes. Comment est-ce qu'on fait émerger des modèles économiques de rentabilité pour cette économie de la fonctionnalité? Alors là, on a deux beaux exemples de modèles économiques qui fonctionnent. Et effectivement, ce n'est pas le cas pour tous. Et on a vu des tentatives d'économie d'usage arriver sur le marché et fermer. Merci François pour cette vision aussi optimiste du développement de cette économie. La vraie question, effectivement, avec la question climatique, de la biodiversité, c'est en quelque sorte comment est-ce que nous allons sortir de cette économie du passé, de cette économie fossile où on allait sortir les choses de la terre, les utiliser et puis les jeter. Et les énergies fossiles sont en quelque sorte les symboles en fait de cette économie du déchet aller vers un autre type d'économie. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu du moment. Je suis absolument désolé, mais il va falloir que je me sauve parce que je dois être à la télévision à midi pile et malheureusement, je ne peux pas arriver en retard, sinon c'est la catastrophe pour la télé en direct. Donc, toutes mes excuses, mais je dois me sauver. Merci François pour votre présence avec nous. Merci. Voilà une table ronde qui ne finira pas en retard. Peut-être juste pour rebondir ensemble sur ce développement qu'on appelle tous de nos voeux. Est-ce que, peut-être en commençant par toi, Frédéric, je suis désolée Alice, mais Frédéric va devoir partir également. Quels sont les freins que tu voudrais lever? C'est pas pour la télé, c'est pour un conseil d'administration. Mais... Quels sont les freins pour pouvoir aller vers ce développement, vers plus de secteurs de nos économies? Quels sont les freins que tu voudrais lever? Quelque part, justement, ce besoin de posséder, qui est un peu propre à l'homme, besoin de posséder, besoin d'accumuler, qui est quand même assez étrange. C'est peut-être le besoin de se rassurer par rapport à un futur aussi incertain. Enfin, on le voit d'une autre manière. Enfin, plus le futur devient incertain, plus les gens épargnent aussi. Enfin, c'est un peu la même chose. On a une tendance à accumuler quand on est un être humain, c'est assez marrant, plutôt qu'à partager et à s'entraider. Donc en fait, tout repose pour moi sur la réussite de la création de liens de confiance entre les individus, entre les gens, pour justement non seulement s'entraider, mais aussi en conséquence mieux utiliser nos ressources. Donc ça, c'est encore un obstacle alors on a commencé, on va dans le bon sens, hein, si on compare par rapport à il y a 30 ou 40 ans, je pense qu'on est capable de partager à l'échelle globale. Je pense que il y a des moments aussi, quand on regarde dans le passé, dans les villages ou quoi, les gens s'entraidaient beaucoup plus aussi de manière locale. Là, on est passé à une forme d'entraide plus générale grâce au réseau. Je pense qu'il faut les deux. Mais c'est vraiment ce sentiment-là de faire un tout, d'être capable de s'entraider qu'il faut continuer à développer. Donc ça se fait de plusieurs manières et la technologie a son rôle à jouer. C'est assez important aussi et par tout ce que ça permet. Alors après, moi je suis dans une logique d'utiliser la technologie pour ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement avec DIFT, là, mon nouveau projet. DIFT, c'est un projet de générosité. DIFT, ça veut dire Donation as a Gift en anglais, on va dire. Ou en français, c'est don plus gift. Donc c'est un don cadeau et c'est la possibilité de partager justement une valeur financière qui va aller dans une association à vocation sociale ou environnementale. Et donc on peut offrir en cadeau un don à une asso. La personne
personne qui va le recevoir va choisir à quel projet elle a envie de le donner. Donc c'est ça par essence ce qu'est un DIFT. Donc c'est très utilisé à différents moments. Ça peut être utilisé au moment des anniversaires quand on veut pas de cadeau. On peut dire bon, fais-moi plutôt un DIFT, ça permettra d'aller soutenir une asso et de faire quelque chose d'utile plutôt que de m'offrir un énième objet qui risque de pas forcément me plaire, finir au fond d'un tiroir ou que j'utiliserai jamais. Donc c'est aussi remplacer ce besoin de possession par une envie de partager, d'aider son prochain, de contribuer à notre société, faire en sorte que la générosité soit quelque chose qui est normal, qui fasse partie de notre vie. Et donc ça, c'est une autre manière de le faire. Alors on le fait avec des entreprises. Avec DIFT, on a déjà distribué plus de 20 millions d'euros à 300 associations. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Avec 400 entreprises partenaires qui donc allouent des fonds qui sont ensuite distribués soit par leurs clients, soit par leurs collaborateurs à des associations sur le terrain. Et donc, je le disais, 300 associations qui ont déjà reçu des contributions financières par ce biais-là. C'est une nouvelle forme de création de confiance aussi entre les entreprises, les citoyens et les associations. Donc c'est encore un réseau de partage très large, cette fois à vocation de générosité. Donc c'est un autre but, on va dire, que le covoiturage, mais c'est quelque chose qui doit se développer également et qui est dans la même veine d'aller avancer vers du partage plutôt que vers de la possession. On voit bien le lien, on retrouve effectivement le sujet de la confiance, la plateforme évidemment, et puis le passage d'un produit physique à quelque chose de dématérialisé. Quelque chose d'expérientiel. Donc on voit bien qu'il y a une communalité de vues entre Blablacar et DIFT appliquée à des secteurs très différents. Alice, quels sont selon vous les freins aujourd'hui qu'il faudrait lever pour pouvoir développer plus... Je dois filer également. Merci Frédéric. Merci beaucoup. On va terminer ensemble, Alice, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il faut lever ? Merci Frédéric. Qu'est-ce qu'il faut lever pour pouvoir développer non seulement l'Oxam, mais plus généralement l'économie de l'usage ? Je vais vous répondre, mais si vous permettez, je vais juste revenir sur ce qui a été dit avant, sur la partie confiance. Dans une société de location, c'est assez différent du B2C. Nous, on est des professionnels, en fait. Et donc nos équipes, on leur demande... on a un triptyque. Alors, je vais juste l'expliquer, c'est moins long que Dreams. Mais d'abord, on a des process. Donc, on est une société de réseau, on doit offrir la même qualité de service, la même sécurité à nos clients, ou qu'ils viennent chercher le matériel à Barcelone ou à Helsinki ou à Oslo, peu importe. Donc, il y a des process. Très vite, on a été ISO 9001, ISO 14001, etc. C'est très important pour nous. Ça introduit de la confiance pour nos collaborateurs et pour nos clients. Ensuite, il y a de la formation. Il faut que les collaborateurs connaissent les matériels, sachent les réparer, sachent les expliquer, sachent former nos propres clients. Donc on forme. Et ensuite, derrière, on contrôle, parce qu'on veut être sûr que quand on met un matériel à disposition, il est 100% conforme et que tout va très bien se passer pour notre client. Voilà. Vous êtes tiers de confiance. On est tiers de confiance. Et donc, ce triptyque process, formation, contrôle, on pense que c'est ça qui paye. Et on le voit, on est récompensé. Ça fait 9 ans qu'on est élu service client de l'année sur notre catégorie de matériel. Voilà, on est content de poursuivre notre développement et de voir que ça marche. Pour pouvoir poursuivre notre développement, et vous me demandez quels sont les freins. Un des freins qu'on voit, c'est que quand même, et ça a été dit, la propriété, c'est quelque chose qui reste très important dans notre culture aujourd'hui, y compris pour les entreprises qui ont besoin de détenir les matériels. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels aujourd'hui la location est finalement très peu utilisée. Donc ça, c'est culturel. Après, il y a d'autres choses. On peut penser aux impacts comptables. Alors, je suis désolée, je vais aller assez vite. Mais si vous louez un matériel ou si vous l'achetez, ça ne se retrouve pas au même niveau dans votre marge. Et donc, pour les financiers, si vous louez un matériel, vos charges de location, elles se retrouvent dans votre EBITDA, alors que quand vous achetez un matériel, vos amortissements, ils sont en dessous. Et ça, c'est hyper important quand vous êtes une entreprise et que vous cherchez à vous développer. Bien sûr. Donc, ça a un impact de savoir où se trouvent les différentes charges. Et puis ensuite, il y a des impacts fiscaux. On peut penser aux collectivités, par exemple, qui vont récupérer de la TVA lorsqu'elles vont acheter, mais pas lorsqu'elles vont louer.
Ou alors, si on avait un ancien maire tout à l'heure, monsieur le ministre, qui était maire, il le sait très bien, il faut avoir un budget qui, en termes de dépenses, soit à l'équilibre, mais après, on peut aller emprunter pour acheter. Et donc, forcément, les dépenses de location rentrent dans le courant de la collectivité. Si on achète, c'est des emprunts derrière. Ça a un impact, c'est des changements à long terme qui doivent être faits. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça sert à expliquer peut-être les solutions très concrètes qu'on peut apporter pour développer cette économie de la fonctionnalité. Merci beaucoup Alice. Ça sera notre mot de clôture pour cette table ronde. Mais c'était hyper intéressant parce qu'on a pu voir deux modèles très différents entre le vôtre et celui de Frédéric, du B2B, du B2C, de la confiance qui est au cœur en fait, du développement de vos services, parce qu'il s'agit de services du coup, la confiance construite par la plateforme et les ratings, la confiance construite par vous qui l'incarnez en tant que tiers de confiance. Et sur cette base-là, un développement appelé des vœux de François Gemène et qu'on attend tous. Il était très positif. Oui, absolument. Merci à tous.